Jean-Simon, un grand merci de vous être déplacé ici en studio. C'est toujours important de rencontrer des Olympiens comme vous. Ça nous fait toujours plaisir. On va commencer, bien sûr, on va parler, bien sûr, de cette finale du 3000 mètres steeple aux Jeux olympiques de Paris. C'est passé le 7 août. En regardant un peu les médias, satisfait, mais en même temps un peu pas tout à fait satisfait non plus. Quel était votre état d'esprit quand vous avez terminé la course au 13e rang? C'est sûr que, comme tu l'as nommé, ça a été une course qui était un peu en dessous des attentes, je pense, au niveau de la performance puis du résultat. Mais je suis vraiment content puis fier d'avoir été, premièrement, en finale, d'avoir compétitionné sur la plus haute scène internationale en athlétisme. Je pense que j'ai tout donné, j'ai été vraiment combatif là, tout au long de la course. C'est sûr que j'aurais aimé me glisser parmi le top 10, le top 8, puis je pense que j'avais les outils et la forme nécessaire. C'est une course, je pense, que je vais utiliser beaucoup pour apprendre. Une course que je pense qu'à ce niveau-là, chaque occasion de devenir meilleur, il faut les prendre. Puis ça a été un peu ça qui m'a laissé sur ma faim, qui m'a laissé un petit goût amer, mais je pense que outre la performance, tout ce qui était autour là, des Olympiques, de la compétition, que ce soit le stade, les installations, les amis qui sont venus me voir, ça, c'est des souvenirs que je vais garder là, à tout jamais. Puis c'est gravé là, dans mon esprit pour toujours. Là. Pour bien se situer, avant d'arriver jusqu'à la finale que vous avez fait, c'est combien d'étapes de qualification que vous avez à faire avant d'arriver là? Oui, au steeple, on a seulement une demi-finale et une finale. Donc, une première course à faire, 3 vagues de 12 participants. Et on doit terminer dans le top 5 là, pour se classer en finale. Donc, c'était la première étape dont j'avais réussi à passer, qui avait lieu le 5 août. Là. Et donc, ça fait donc une trentaine de personnes. Vous avez quand même été en devancer 15 autres. Donc, c'est quand même intéressant malgré tout si on regarde de ce côté-là. Donc, pour la suite, vous vous préparez pour sûrement Los Angeles. C'est la prochaine étape. Au niveau de la préparation, est-ce que là, vous avez à modifier un peu votre préparation? Parce que je sais que vous allez bientôt terminer médecine éventuellement pendant cette préparation-là. Est-ce que vous avez à vous ajuster de ce côté-là? Je pense que j'ai trouvé une bonne recette là, dans les dernières années. Donc, ça fait maintenant, je suis à ma 2e et je commence ma 3e année de stage. Là. Donc, j'ai une recette qui, je trouve, fonctionne bien pour moi. Donc, je fais des stages là, pendant l'automne, l'hiver, puis l'été, je me concentre là, à 100% sur la course. Donc, est-ce que je vais modifier grandement cette structure-là? Pas pour l'instant, c'est pas le but. Là. Je pense que les dernières années, j'ai progressé. J'ai été capable de faire des records personnels là, sur 3 distances cet été. Alors, c'est vraiment mission accomplie à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a toujours des petites choses à corriger. Puis, je pense que c'est ce qui définit les athlètes de haut niveau, c'est que si on était statique puis on ne changeait jamais rien, on ne s'améliorerait pas. Donc, de changer des petites choses au niveau de la préparation, au niveau de l'entraînement, entre autres, je pense de travailler là, un petit peu plus sur l'aspect d'endurance là, tout au long de la saison, travailler sur des allures spécifiques là, au steeple. Je pense que c'est continuer à travailler ça là-dessus, augmenter un petit peu le volume hebdomadaire. Donc, c'est toutes des petites choses que j'ai notées à améliorer. Mais dans ma structure d'entraînement, je pense que le carcan va rester le même. Là. Avec votre entraîneur, M. Lapointe, vous avez fait, comme vous dites, la demi-finale. Est-ce qu'à ce moment-là, ça devient important avec lui de regarder certains ajustements pour la finale? Est-ce que même si c'est très rapide, est-ce que vous avez été capable de faire des ajustements à ce niveau-là aussi? Oui, vraiment. Là, je pense que la demi-finale sert d'apprentissage pour la finale. Entre autres, en demi-finale, là, ma fin de course a été un peu a été sous-optimale dans le sens que j'étais très bien positionné tout au long de la course. Puis dans le dernier 200 mètres, là, j'ai essayé de continuer à maintenir le rythme, mais j'ai presque failli me faire dépasser. Alors, j'avais ça en arrière de la tête là, pour la finale. Puis je savais que la fin de course était vraiment importante, puis que je devais me concentrer là-dessus. C'est sûr que rendu en finale, bien, plutôt que d'être seulement avec les 36 meilleurs comme en demi-finale, bien là, on arrive avec les 15 meilleurs, donc le niveau est encore plus relevé. La stratégie diffère parce que c'est encore plus dense, encore plus difficile, donc il faut penser à ça, mais d'avoir une course de demi-finale de cette façon-là, ça permet d'arriver en finale et de se dire, bon, ben on termine la course rapidement, on essaye de bien se glisser dans le peloton, puis c'est sûr que chaque
chaque fois avant une course, il y a une stratégie différente qui est basée sur les courses précédentes. Là. C'est que c'est un peu frustrant de voir que justement, quand on voit que c'est un peloton qui suit, d'entrer dans un peloton, ça ne doit pas être toujours facile. Est-ce que vous avez des techniques ou comment vous faites à ce moment-là pour être capable de vous glisser puis de prendre différents échelons à ce moment-là? Oui, mais je pense que tu le nommes bien, là, ça a été clairement quelque chose que je devrais corriger pour les prochaines courses. Là, dans ma finale, là, je pense que j'aurais voulu me glisser plus rapidement dans le peloton. Donc, la course est partie extrêmement rapide, le premier kilomètre. J'ai été rapidement placé là, à la fin du peloton. C'était quand même correct là, à ce niveau-là, comme le rythme était très rapide. Puis, j'étais tout près de l'athlète américain qui a terminé deuxième. Là. Donc, mon positionnement n'était pas non plus si mauvais que ça. Mais en regardant la course à d'autres reprises, là, peut-être que j'aurais dû, dès le départ, essayer de me glisser peut-être plus en 8-10e place plutôt que de me placer en 14-15e place. Puis de cette façon-là, j'aurais eu un meilleur momentum dans la course. Donc, je pense que plus que d'avoir des stratégies, de réussir à se glisser dans le peloton, mais il faut, dès le départ, que je me positionne mieux. Dès le départ, rentrer dans le peloton, puis éviter de courir dans le deuxième, troisième corridor où on parcourt plus de distance. Donc, c'est surtout ça que je me rappelle que quand je fais un mouvement, une attaque là, pour dépasser des compétiteurs, bien, vraiment d'y aller de façon convaincante, de me glisser dans le peloton, puis de faire confiance en mes capacités, même si le rythme est très rapide. Là. Et ça joue du coup de ce qu'on a vu, là, vraiment, c'était vraiment particulier. J'aimerais vous savoir avec vous aussi, comment était l'ambiance au Stade de France? Parce que c'est un stade vraiment magnifique, puis aussi tellement de gens qui sont sur place, puis c'est un stade mythique. Qu'est-ce que vous avez ressenti d'être là, entre la demi-finale et la finale? Bien, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est irreproductible, là, dans le sens qu'on nous dit souvent que les Olympiques, ça va être spécial, que ça va être dans une classe à part. Puis, tu sais, j'ai participé à 2 championnats du monde, à plusieurs compétitions de la Diamond League, qui sont des compétitions avec des stades de 35 000, 40 000 personnes. Puis je me disais, bon, comment ça va être si différent que ça? Mais c'est quand qu'on met les pieds dans ce stade qu'on le comprend. Je pense que, entre autres, le stade qui avait 80 000 personnes, c'était bruyant de façon incroyable. Puis la foule, puis le peuple français, tu sais, l'athlétisme, c'est vraiment central dans leur culture. Donc, de compétitionner devant des Français, devant des Européens, je pense qu'il y a aussi une énergie qui est différente là, qu'en Amérique du Nord. Ils comprennent le sport, puis ils ont grandi avec ce sport-là. Donc, c'est fou. Un exemple, c'est quand on compétitionnait, on faisait des tours sur le rond de 400 mètres, bien, les cris suivent le peloton de course. Là. Donc, on se demande même s'ils nous encouragent, nous, tellement que c'est fort, parce qu'il y a toujours du bruit. Donc, les cris suivent le peloton. Des fois, les gens font des vagues qui suivent aussi le peloton en course de demi-fond. Donc, c'est toutes des petites choses qui ont rendu, je pense, les Olympiques dans une classe à part, quelque chose au-dessus. On avait la piste qui était mauve, là, ça avait été du jamais fait aussi. Ça détonnait vraiment pour les yeux. Il y avait aussi une cloche que les champions sonnaient à la fin de chaque course. Donc, je pense que c'est tous des petits détails qui ont rendu cette expérience-là que je me demandais comment il allait amener ça à un autre niveau. Bien, ça explique que c'est vraiment différent, c'est dans une classe à part. Hein. Et de ce que je comprends, vous l'avez dit aussi, vous avez eu l'occasion de voir de vos compatriotes faire la compétition. Donc, vous êtes resté quelques semaines ensuite à Paris pour voir les compétiteurs? Bien, en fait, je suis resté seulement quelques jours. Là. Moi, je compétitionnais le 7 août, puis les Olympiques terminaient le 10. Donc, je suis resté jusqu'au 10. J'ai entre autres vu mon compatriote d'entraînement, Thomas Fafard, prendre part à la finale du 5000 mètres. Mon autre compatriote, Charles, là, il a fait la demi-finale du 1500 mètres. Donc, je suis allé les voir au stade. C'était quand même quelque chose de fou aussi à regarder. Puis, dans les jours qui suivaient, il y avait d'autres athlètes de l'équipe canadienne qui compétitionnaient en lancer du marteau, aux 800 mètres. Donc ça, c'est toutes des choses que j'ai pu aller voir, puis profiter du stade comme spectateur et non seulement comme athlète. Donc d'avoir les deux côtés de la médaille, là, ça a été vraiment fou. Là. Et je comprends, vous avez pu être à la cérémonie de fermeture, j'ai bien compris? Exact. Là, la cérémonie de fermeture avait lieu le 11 ou le 12 août. J'ai pu rester à Paris jusque ça. Ça a été vraiment un bel événement, je pense, pour clore tout ça, profiter d'être avec toute l'équipe, aussi d'être avec d'autres sports, l'équipe d'athlétisme aussi. Donc, ça a été des beaux moments, je pense. Ça a bien bouclé la boucle sur cette expérience-là. Là. Et pour les prochaines semaines, prochains mois, au niveau compétition, ça ressemble à quoi pour vous? Là, pour l'instant, l'automne, c'est une saison qui est beaucoup utilisée pour, on appelle ça la base season, là, donc construire une bonne base aérobique, un peu les fondations
du reste de l'année. Entre autres, là, beaucoup axé sur l'endurance, l'aérobie, le volume d'entraînement. Donc, beaucoup de choses, pas nécessairement rapides, mais beaucoup de volume, beaucoup de charges d'entraînement là, pour aller construire cette filière-là. Je vais probablement prendre part au championnat canadien de cross-country là, qui a lieu en Ontario au début du mois de décembre. Donc, ça va être un objectif là, pour un peu garder l'esprit de compétition, garder ces habitudes-là pendant l'automne, mais ce n'est pas non plus l'objectif ultime de l'année. Puis après ça, je vais me lancer dans la saison hivernale. Là. Cet hiver, il y a des championnats du monde intérieur en Chine, donc je vais essayer de me classer là, soit aux 1500 mètres ou aux 3000 mètres. Ça va quand même être un bon défi parce que moi, je suis un spécialiste du steeplechase, donc ces autres distances-là sont moins ma tasse de thé, mais je pense que rendu au niveau où je suis, il faut que j'aspire à être parmi les meilleurs au monde, pas seulement au steeple, mais aussi dans des disciplines qui sont connexes. Donc, je vais avoir les yeux rivés sur ça. Puis le gros objectif de l'année, ça va être les championnats du monde là, à Tokyo qui ont lieu au mois de septembre l'année prochaine. Donc, l'année est un peu faite pour arriver au sommet de ma forme à ces championnats-là. Puis, c'est vraiment ce qui me tient en haleine puis ce qui est le gros objectif du prochain cycle annuel. Là. Je vous pose la question, est-ce que vous avez des sports que vous évitez? Parce que vous êtes un grand sportif, mais pour éviter les blessures, parce que là, c'est la marche, c'est la course toujours. Donc, est-ce qu'il y a des sports que vous évitez pour ne pas avoir des blessures graves qui vous ralentiraient dans votre développement? Pas vraiment. Là, je pense qu'il n'y a pas de sport que j'évite, mais quand je fais d'autres sports, je les fais de façon intelligente. Là. Donc, moi, je suis un skieur alpin là, depuis que je suis tout petit, puis j'en fais encore quelques fois l'hiver. Donc, peut-être les folies que je faisais il y a 5-6 ans de saut, de rail en ski, bien, des fois, je me garde une petite gêne, mais je me permets quand même de faire d'autres sports. C'est sûr que souvent, c'est plus le temps qui manque ou l'énergie, mais je pense que l'idée, c'est surtout de le faire intelligemment plus que de ne pas le faire du tout. Là. Alors, Simon, on va vous souhaiter bonne chance, une bonne préparation pour ce qui s'en vient prochaine semaine, prochain mois. Un grand merci d'être passé chez nous. Bien, ça fait toujours plaisir, il n'y a pas de quoi. Si vous circulez dans le secteur de Saint-François de l'île d'Orléans, vous avez sûrement eu l'occasion de voir un nouvel attrait, soit l'économusée de la Conserverie. Pour nous présenter ce musée, j'ai rencontré Karine Daigle. Karine, on est ici à l'économusée de la Conserverie à Saint-François de l'île d'Orléans. En premier lieu, je voudrais savoir qu'est-ce que ça prend pour être un économusée? D'abord, il faut être un artisan et il faut aimer ce qu'on fait. Donc, l'objectif des économusées, c'est vraiment la transmission de savoir-faire, d'avoir envie de perpétuer le métier et de faire connaître aux gens ce qui nous distingue et de vous montrer ce qu'on fait le mieux. Donc, c'est une tradition qui se perpétue d'année en année, de personne en personne? De génération en génération, exactement. Donc, si on regarde ici, ça a pris combien de temps tout monter ce qu'on voit maintenant comme économusée? Personnellement, le côté économusée, je dirais 2 ans. On vient de fêter les 1 an de la boutique, donc c'est sûr qu'il fallait bien sûr avoir déménagé avant de pouvoir inaugurer l'économusée. Et ensuite de ça, il y a quand même une grosse année de recherche de toutes les informations que vous voyez sur les panneaux ici. Il faut s'assurer que l'information est véridique. Donc, il y a tout le côté recherche, le côté design. Donc, les gens d'économusée ont travaillé vraiment fort là, pour faire des panneaux distinctifs et aussi qui représentent là, ce qui est Compliment de Belle-Maman. Donc, qu'est-ce que les gens vont voir quand ils vont arriver ici? Ils peuvent voir les produits, ils vont voir différentes expériences. Comment ça se passe? Ils vont voir des marinades, des conserves. En fait, en visitant l'économusée, il y a bien sûr le côté, vous pouvez voir toutes les marinades. Vous avez accès aussi à la cuisine, donc vous pouvez voir de la façon qu'on travaille là, directement dans la cuisine. Vous pouvez déguster les produits, donc on a toujours des produits qui sont là que vous pouvez goûter, essayer. Vous avez aussi tous les panneaux d'interprétation sur les murs, donc l'historique de la conserve, mon historique en fait, pourquoi moi je fais des conserves, comment j'ai commencé, l'histoire de Belle-Maman aussi qui est super importante là, dans l'histoire de Compliment de Belle-Maman. Donc c'est toutes des choses que vous pouvez découvrir quand on visite la boutique. On va prendre justement quelques instants pour parler de Compliment de Belle-Maman. Donc, en général, à moins que je me trompe, c'est vraiment où on retrouve différents types de conserves que vous avez ici, que vous faites vous-même, j'ai bien compris. Donc, nous, on travaille vraiment tout avec des fruits et légumes de l'île d'Orléans. On va jusqu'à sur la côte de Beaupré, mais l'important, c'est vraiment de la matière première qui est locale. On travaille avec des fruits et légumes de saison. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir, il y a une grande diversité de fruits, de confitures, de marinades. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler avec des fruits et légumes de saison et de mettre en pot ce qu'on cultive. Est-ce que les gens voient même jusqu'à avoir certaines recettes secrètes, on pourrait dire? Il n'y a rien de secret dans les conserves. C'est des choses que les grands-mamans font des
des dizaines d'années que c'est fait, donc les recettes sont sur les pots, vous suivez les ingrédients. Il n'y a pas de cachette là. Ce qui est bon, ça fait 100 ans que c'est bon, donc Ça continue. exactement. Ce que ça